À la une de ce journal, l'audience à la primature accordée à un groupe d'investisseurs allemands. Au menu des échanges, les mines, l'agriculture, mais aussi l'énergie et les transports, des préoccupations fondamentales pour le gouvernement. L'axe routier Zérékoré-Yomou en plein chantier, le gouvernement veut désenclaver les zones de production. Les travaux sont lancés, le ministère des Travaux publics veut restaurer la fluidité de la circulation. La Guinée, un scandale minier. Le pays possède les 2/3 de la réserve mondiale de bauxite. Retour dans cette édition sur 60 ans d'exploitation minière et l'impact de ces richesses sur l'économie nationale. Un reportage exceptionnel de Maferin Camara à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition qu'on ouvre par ce décret portant convocation de la deuxième session ordinaire 2018 du Conseil économique et social. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, la deuxième session ordinaire 2018 du Conseil économique et social est convoquée le mardi 25 septembre 2018 à partir de 10 h à son siège à 6e avenue, quartier Koulewondi, commune de Kaloum. Article 2, la durée de la session ordinaire est de 2 mois. Article 3, le présent décret qui prend effet pour compter de la date d'ouverture de la session sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 24 septembre 2018, signé professeur Alpha Condé. On ouvre cette édition avec cette audience à la primature. Le Premier ministre chef de gouvernement a reçu un groupe d'investisseurs allemands. Il était question, je vous l'annonçais dans les titres, de mines mais aussi de transport. Suivez le compte-rendu avec Hadi Kamara. C'est une association d'entreprises allemandes. Elle veut diversifier son partenariat technique, financier et économique avec la Guinée. D'où cette visite chez le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. C'était une rencontre vraiment importante. C'était important pour nous de savoir qui sont les objectifs du Premier ministre et quels sont les objectifs pour les Allemands ici. Et il a dit qu'il est vraiment important pour nous d'être sur place et de nous engager parce qu'on a la bonne qualité et on a la bonne technologie en Allemagne. C'est un consortium destiné aussi à l'Afrique. Il évolue dans les domaines comme la production d'électricité dans les zones minières, la formation des jeunes et la promotion des petites et moyennes entreprises. Nous sommes venus avec des entreprises du secteur d'énergie, l'agriculture et aussi le transport et aussi des entreprises qui offrent la consultance pour le développement de la Guinée. Le Premier ministre salue déjà la démarche et l'élan de cette délégation. Dr Ibrahima Kassori Fofana a rassuré que le gouvernement va s'investir davantage à développer les activités de cette association d'entreprises. C'est l'heure pour Séraphine Wakana de rejoindre sa nouvelle affectation. La désormais ancienne coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée va bientôt s'envoler pour la Gambie. Mais avant, elle a serré quelques mains au bureau de l'Assemblée nationale ce matin. Abdoulaye Diallo, Bernard Tonguino. Avant de s'envoler pour la Gambie, où elle va diriger désormais la coordination du système des Nations Unies, Séraphine Wakana rencontre le bureau de l'Assemblée nationale. Elle est venue remercier les autorités du pays et le peuple de Guinée pour de nombreux efforts abattus pour la préservation de la paix et de l'unité nationale. Ce tête-à-tête a permis à la coordinatrice de s'assurer de bonnes relations entre l'institution parlementaire et le système onusien. Parce qu'en réalité, nous sommes là pour conseiller et non pour faire le travail à leur place. Donc c'est un peu cela mon message particulier, surtout en cette période un peu délicate, si je peux l'exprimer ainsi. Je pars au moment où le pays rentre encore dans un processus de préparation des élections législatives et présidentielles dans un court
temps qui reste. Et je crois que l'un des structures impliquées, c'est l'Assemblée nationale. J'ai discuté un peu avec eux sur comment on pourrait les accompagner et comment eux aussi peuvent faire pour que les échéances soient respectées et que le pays se dote des organes élus et que le climat de paix règne dans le pays. Et donc c'est sur ce sentiment et c'est cet espoir et ces souhaits que je formule pour la Guinée pour que la paix soit consolidée encore plus. Une démarche saluée par l'honorable Claude Kouri-Kondiano. Cette rencontre intervient quelques jours après la cérémonie d'adieu que le bureau du système des Nations Unies a organisée à Conakry pour marquer la fin de mission diplomatique de Séraphine Ouakana. Travaux publics, c'est parti pour les travaux de reprofilage de la route Zérékoré-Yomo. Tous les points critiques vont être traités pour fluidifier la circulation routière et faciliter l'écoulement des produits agricoles. C'était une des priorités du gouvernement, comme le précise notre reporter Ansouman Toumani Camara. Et salut Diallo. De 64 km, ces travaux consistent à reprofiler et traiter les points critiques entre Zérékoré et Yomo. L'entreprise a 6 mois pour mettre un terme au calvaire de plusieurs années sur le tronçon qui traverse plusieurs grandes zones de production agricole de la Guinée forestière. Ce qui reste à faire, c'est beaucoup pour le moment, nous le savons. Mais ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est mettre d'abord les engins sur la route, en fait faire un dégagement. Et après, les autres machines sont derrière pour faire le vrai reprofilage, pour bien bomber, donner la bonne forme de la route, afin que la route soit belle et bien praticable. Le reprofilage de la route Zérékoré-Yomo est l'une des actions d'urgence planifiées par la nouvelle équipe dirigeante des travaux publics et financée par le Fonds d'entretien routier. Ces travaux, démarrés ce mois de septembre, bénéficient de l'accompagnement des populations des localités traversées et du soutien des autorités locales. C'est un désenclavement total parce que nous avons des communautés ici qui ne font que de très haute production. Et à maïs, et à riz, et à toutes les cultures vivrières, tout est disponible en brousse ici. Mais qu'est-ce qui est difficile? C'est la route. Et il faut la route pour désenclaver ces zones, apporter les productions dans nos préfectures à Zérékoré pour que tout soit centralisé au niveau de toutes les préfectures pour que les gens gagnent à manger parce que c'est ça la réalité. Vraiment, le gouvernement, ce qu'ils ont fait, de ranger notre route là, vraiment, ils ont bien travaillé. Moi, mon difficulté avant, vraiment, la route là, ça nous fatiguait complètement. Vraiment. Ça nous fatiguait. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai vu les machines en train de travailler notre route. Avant le début de ces travaux de reprofilage, seulement 3 km étaient en bon état sur une distance de 64 km entre Zérékoré et Yomo. L'entreprise promet de respecter le délai contractuel et les normes d'exécution des travaux dans une des zones pluvieuses du pays. Reportage de Ansouman Toumani Camara rendu en studio par Salioubar. Pendant ce temps, à Conakry, des actes d'incivisme sont observés à Wanindara dans la commune de Ratoma. Les panneaux d'éclairage sont hors service. En effet, des individus non encore identifiés ont déterré la plupart des poteaux pour voler les batteries. La T5 est plongée dans le noir absolu, rendant peu sûr le trafic nocturne. Abraham Christophe Conté et Tawel Camara. Sur cette transversale T5 Axe-Wanindara-Kobaya, construit il y a seulement quelques années, le système d'éclairage public ne fonctionne plus. Pour cause, les lampadaires sont vandalisés par des inconnus. Les batteries des poteaux sont détirées et emportées par des voleurs. Mais ce que je vois ici, c'est vraiment... c'est pas possible. Parce que avant ces lumières, on les voyait... Oui, avant ces lumières, il fonctionnait très bien. Ces lumières fonctionnaient très bien. Mais maintenant, on voit d'un seul coup, ça ne fonctionne plus. Et c'est très dangereux comme ça. Nous sommes dans un quartier qui est hyper dangereux. Avec sans lumière, on ne peut pas y vivre. Parce que nous, on passe la nuit ici. Des fois, on passe la nuit ici en faisant du thé. Mais en tant que ces gens-là, les gens qui font ces choses, qui volent ces batteries, on ne les voit jamais. Mais en tant que nous sommes là-bas, on ne les voit pas. Mais on voit d'un seul coup, les lumières ne fonctionnent plus. Il y avait la lumière, c'était bien joli, mais ils ont volé toutes les batteries, ils ont tout enlevé. Très mauvais, là c'est pas bon. Ça c'est pour nous tous. Hein? On ne doit pas voler ça.
en temps normal. Ça, c'est pour tous les Guinéens. Indigné par le constat, ce citoyen a décidé d'alerter l'autorité publique afin que lumière soit faite sur cet acte incivique qui vient ternir les efforts de l'État et que les coupables soient mis aux arrêts. C'est très dommage. Le peu que l'État est en train de faire pour les Guinéens, c'est les mêmes Guinéens encore, c'est les mêmes Guinéens qui sont là à gâter ça. Le peu que l'État est en train de faire. Parce que quand on parle de l'État, ce n'est pas Alpha Condé, ce n'est pas Cellou Dalein, c'est les Guinéens. Tout ce que l'État est en train de faire, c'est pour nous le bas peuple. Mais quand l'État fait quelque chose, après il y a des anti-Guinéens qui n'aiment pas ce pays, venir maintenant gâter ça, vraiment ça me choque. Pourquoi? Parce que c'est le manque de civisme. C'est pour cela qu'il faut qu'on instaure le civisme dans ce pays-là. La transversale T5 est l'une des nouvelles routes de la banlieue de Conakry, construite pour désenclaver les différents quartiers de la haute banlieue de la capitale. Mais aujourd'hui, l'axe de Wanindara-Kobaya a perdu son éclat, surtout la nuit, suite aux actes nuisibles de quelques vandales sur ses installations électriques. Dans l'actualité nationale encore, on adore tous le pain, surtout quand il est chaud. C'est surtout en ce moment-là que c'est un pur délice, une merveille, même si un nutritionniste nous apprend que ça peut avoir des effets néfastes sur la santé. Mais globalement, le pain est présent au quotidien dans notre alimentation. Mariam Kamara et Oumou Touré. Fait à base de farine, d'eau de levure et du sel, le pain est l'un des aliments les plus consommés au monde. Malgré la diversité des méthodes de production, à ce jour, les acteurs de la production artisanale gardent toujours le cap. Moi, j'ai 3 travailleurs. Il y a un enfourneur, il y a 2 personnes derrière. On travaille des sacs. Des fois, on travaille 2 sacs et demi. Comme samedi, dimanche, ça marche un peu. Donc, on fait 2 sacs et demi. Il y a beaucoup de difficultés dans ça. Un exemple, à l'heure là, même pour avoir un travailleur, ce n'est pas facile. Avant, il y a des personnes qui vont envoyer le cola, soit disant que aidez-moi, mon enfant n'a pas appris le métier là. Mais à l'heure là, tu ne vois jamais ça. Dans cette fabrique de baguettes modernes, la différence saute aux yeux. On sent bien qu'on est dans une usine, même si certains gestes sont similaires. Ici, c'est une machine qui reproduit les mouvements du boulanger. Elle pétrit la farine, mais la dernière touche revient toujours au boulanger. Nous avons pour la fabrication de notre pain des machines qui sont un pétrin, une diviseuse, une façonneuse, une machine à fermentation et un four, qui sont les différentes étapes de fabrication du pain et qui nous permet de donner à nos clients un pain à la hauteur de leur attente. Sur le marché, la vente des miches de pain se fait par catégorie. Quant à connaître la préférence de la clientèle entre la baguette traditionnelle et celle industrielle, les avis sont partagés. Moi, j'aime le tapalapa parce que toute la famille mange ça, c'est rassasie et c'est très bon pour la santé encore. Dans la zone, c'est le meilleur pain. Et en dégustant, quand c'est chaud, c'est encore plus bon que encore des autres pains. Sinon, il y a beaucoup de fours, il y a beaucoup de boulangeries à l'entourage, mais je préfère le pain parce que c'est meilleur. En Guinée, l'éternel tapalapa reste imbattable chez la plupart des consommateurs. Aliment très prisé des Guinéens, le pain présente une composition nutritionnelle intéressante dans le cadre d'une alimentation équilibrée selon les nutritionnistes. Le pain, dans sa composition, le maximum c'est de l'amidon, donc c'est les glucides. L'individu, un être humain, un adulte par exemple, a besoin de plus de 2000 calories par jour et que le pain, lui, les 100 grammes de pain, peut apporter 55% de ses besoins en glucides. Si vous avez le boulanger à côté de vous, exigez que ce soit un pain qui est bien cuit. Parce que si le pain est bien cuit, ça facilite la digestion. C'est pourquoi la mie du pain et le blanc du pain, la digestion de ces 2 éléments est très lente. On conseille de ne pas consommer un pain quand il sort du four. Il faut le laisser se refroidir pour qu'il dégage le gaz carbonique. Parce que si vous le consommez maintenant, le gaz carbonique qui est en train de se dégager va se dégager dans votre estomac. C'est en train de ballonnement. Quant au nombre d'emplois créés par le marché du pain, il est assez considérable en Guinée. Une dynamique qui devrait croître avec le projet d'installation des fours conteneurs qui auront une capacité de production de 100 à 150 000 baguettes de pain par heure.
Le pain très bon, mais à éviter quand il est très chaud. La faculté de médecine, fin d'études pour la 53e promotion de l'université de Conakry. Le cycle a commencé en 2012 et dans ce groupe, il y a 13 nationalités différentes. La promotion porte désormais le nom de professeur Nabi Moussa Baldé, un des formateurs de la faculté des sciences et techniques de la santé. Francis Collier. Ce carnaval marque la fin de 6 ans de formation pour les carrières de médecins et pharmaciens. Après la phase académique de leur formation, ces étudiants de la 53e promotion de la faculté de médecine reçoivent des consignes de leurs encadreurs pour faire carrière dans le corps médical. Ceux qui opteront pour la médecine préventive, ils doivent faire beaucoup attention aux problèmes de la communauté. Ils doivent percer les réalités qui sont propres à nos différents pays. C'est comme ça qu'on peut arriver à prévenir les maladies, on peut arriver à éradiquer les épidémies. Ces étudiants de la 53e promotion de médecine seront repartis entre les CHU, les CMC de Conakry et hôpitaux régionaux pour apprendre des mains expertes. Une phase qui sera couronnée par la synthèse clinique. Cette promotion baptisée professeur Nabi Moussa Baldé du nom d'un de leurs formateurs compte s'impliquer dans la lutte contre les maladies non transmissibles comme le diabète. La médecine, ce n'est pas un cycle facile. 6 années, c'est compliqué. Et vu aussi que nous rencontrons certaines difficultés avec les personnels de santé, nous voulons changer ça. Nous voudrons essayer de mettre quelque chose de renouveau. Parce que nous, le médecin guinéen, nous devons rivaliser avec les médecins de la sous-région. Nous sommes très bien formés. C'est une université de référence que je fais appel à tous les Africains, à tous les étudiants africains, s'ils veulent bien être formés en médecine, de venir à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. 13 nationalités différentes fondues dans une promotion pour relever le défi de l'excellence médicale en Afrique et dans le monde. Cette marque de fabrique de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pourra être diversifiée avec le changement de la faculté de médecine odontostomatologie en faculté des sciences et techniques de la santé. Étude de la langue anglaise, un programme est désormais ouvert à tous dans le nouveau campus Grande-Bretagne. Le centre est en partenariat avec les écoles Emmaüs de Guinée et certaines universités britanniques. Abdul Karim Kamara. C'est une première en Guinée, l'existence d'un Smart Classroom pour les élèves. Entendez classe numérique, elle fonctionne avec le logiciel de Positivo BGH pour mieux apprendre l'anglais. Un programme né de l'implémentation de Campus Grande-Bretagne par cet établissement d'enseignement secondaire. Le partenariat est tissé avec un réseau d'enseignants de la Grande-Bretagne. L'autre volet est l'accès pour les apprenants aux institutions d'enseignement supérieur en langue anglaise. Le logiciel et l'enseignement est accessible à partir du primaire et du secondaire. Et donc la priorité sera peut-être les matières qui ont besoin d'utiliser les images. Et évidemment, nous allons aussi compter sur les professeurs qui vont peut-être avoir leur enseignement dans le logiciel. Ce programme est ouvert à tous les Guinéens. Évidemment, il est là à Emmaüs pour une matière de logistique. Ceux qui sont en dehors d'Emmaüs pourront venir à partir de 14 h et jusqu'à 20 h. Voilà, comme nous le savons, dans le futur, nous aimerons aussi équiper les autres salles qui ne sont pas utilisées de 14 h jusqu'à 8 h le lendemain. Par ce programme, l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée s'engage à créer une plaque tournante devant impliquer toutes les écoles de la Guinée. Avec ces deux méthodes d'apprentissage de la langue de Shakespeare, le ministère de l'Éducation y voit déjà un autre moyen de qualifier le système éducatif. Tout ça là, c'est pour lutter contre l'immigration clandestine. Et on estime que si la formation est faite ici, on peut aller étudier en Europe. Au lieu de passer par la mer, chaque Guinéen, chaque institution, je crois que doit œuvrer dans ce sens. Ça fait partie toute une gamme d'initiatives que nous facilitons à l'ambassade pour faire accroître les rapports entre la Guinée et la Grande-Bretagne. Nous espérons assister un peu la Guinée à exploiter le grand potentiel économique que votre pays. En plus des diplômes obtenus dans ces institutions partenaires, les étudiants guinéens auront aussi la chance d'être imprégnés du système administratif anglais.
Toutes les informations et démarches pour y postuler seront des services gratuits. La fête de l'indépendance de la République du Mali, c'était le 22 septembre, il y a juste 2 jours. Ce 58e anniversaire est fêté sous le signe de l'amitié. Le Haut Conseil des Maliens, des Guinées et la représentation diplomatique de ce pays frère ont choisi la ville de Kankan pour la célébration. Feu de Bangali Fofana. L'ambassade de la République du Mali en Guinée, à travers le Haut Conseil des Maliens en Guinée, honore la ville de Kankan-Nabaya. Pour la première fois dans l'histoire que la cérémonie marquant la fête anniversaire de l'indépendance du Mali est délocalisée à l'intérieur du pays, c'est cette ville de Kankan qui accueille ces festivités. Ce 22 septembre 2018 marque le 58e anniversaire de l'indépendance du Mali. Le choix de la Haute-Guinée est loin d'être un hasard. Il s'agit pour nous de rappeler les liens historiques, géographiques, économiques, culturels qui lient la Guinée et le Mali. Kankan va abriter le projet ambitieux du port sec du Mali et probablement aussi le chemin de fer pour accélérer l'intégration économique entre nos 2 pays. La fête d'indépendance du Mali n'est pas une fête pour les Maliens, c'est une fête des Guinéens. Le Mali et la Guinée sont le même pays, le même peuple. Connaissant les liens historiques, géographiques, économiques et culturels entre le Mali et la Guinée, la délocalisation de cette fête anniversaire de l'indépendance du Mali à Kankan n'a rien d'étonnant pour le gouverneur de la région. Les pères de nos indépendances, je veux parler de feu Ahmed Sékou Touré, je veux parler de feu Modibo Keïta, ont lancé le jalon de l'intégration africaine. Et après eux, un autre pays est venu s'ajouter à notre union. Le Mali et la Guinée pour devenir Guinée-Mali-Ghana. Voilà la base de l'intégration et de l'expression de la souveraineté africaine. Pour la célébration de ce 58e anniversaire de l'indépendance du Mali à Kankan, les délégués maliens sont venus de partout à travers le pays. Depuis l'indépendance de ce pays ami et frère en 1960, c'est la première fois que la célébration de cette fête d'indépendance du Mali est délocalisée à l'intérieur du pays. La Guinée aussi a un peu plus d'une semaine de la célébration de sa 60e fête d'indépendance. Ce lundi, le comité d'organisation a fait le point sur les préparatifs de l'événement. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a expliqué étape par étape ce qui est fait et ce qui va l'être avant le jour J. Mohamed Lamine Kamara et Yassila. Le stade du 28 septembre, ce symbole d'une fierté nationale, est choisi pour abriter les festivités de l'an 60 de l'indépendance nationale. Déjà, le site est en train de faire sa toilette avant le jour J. C'est dans cette dynamique que la Commission nationale d'organisation des festivités rencontre la presse. Elle annonce l'état d'avancement des préparatifs et les activités menées ces derniers jours. Aujourd'hui, il est important que la Commission nationale vous dise où elle en est dans le cadre des niveaux d'exécution de sa mission. Pour la ville de Conakry, où se dérouleront les manifestations au stade du 28 septembre, déjà la veille du 2 octobre, donc la nuit du 1er octobre, de 20h à 0h, il y aura un carnaval géant de spectacles sur des plateformes mobiles, imageant les indices identifiants des 4 régions naturelles. 4 grandes plateformes avec les indices d'identification de la Basse-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Guinée forestière et de la Haute-Guinée, artistes et autres acteurs confondus. Nous serons donc le 2 octobre. À ce niveau, un défilé géant regroupant toutes les catégories sociales professionnelles
politique, militaire et paramilitaire dans une dynamique d'unité et de cohésion nationale. En présence de quelques présidents et membres de sous-commissions, la Commission nationale d'organisation annonce les surprises réservées. Autre point, comme objectif recherché, c'est bien le renforcement de l'état de droit, promouvoir l'émergence et l'épanouissement de tous les Guinéens. C'est l'occasion pour nous de décliner une belle image de notre cher pays à ses nombreux chefs d'État, à ces mouvements de libération nationale, à ces fortes délégations gouvernementales qui viendront d'autres pays. Pour conférer à l'événement toute sa splendeur, la Commission nationale mise sur la contribution de la presse nationale pour une communication responsable autour des activités de l'an 60 jusqu'au jour J. En dehors des festivités de Conakry, la fête du 2 octobre sera élargie aux 33 préfectures du pays. Les mines, depuis l'accession à l'indépendance, beaucoup de sociétés se sont installées en Guinée. Le pays excelle dans la production de la bauxite avec l'une des plus grandes réserves mondiales, le fer aussi ainsi que d'autres minerais d'ailleurs. Mais 60 ans après, qu'est-ce que cette exploitation a vraiment rapporté au pays et aux citoyens? C'est la question qu'on pose ce soir à Maferan Camara dans ce reportage exclusif. Suivez. L'exploitation minière est connue en Guinée depuis le Moyen-Âge. Strictement artisanale, elle faisait partie des habitudes des populations. L'extraction de l'or, du sel et du diamant était répandue bien avant l'arrivée des Blancs. Le Simandou a été, à l'époque de Samori, a été exploité par les forgerons, les artisans sidérurgistes de Samori pour faire des fusils. Ils prenaient le minerai, le fondaient, et ils obtenaient du fer, et ce fer était utilisé pour fabriquer des canons à fusil. Précisément, en Guinée, cette évolution s'étend sur une très longue période, depuis le Moyen-Âge. Pour ce qui est connu des historiens, l'empereur Kanko Moussa en Guinée au Mali, l'empereur du Mali à l'époque, et jusqu'à nos jours, il dit d'ailleurs que Kanko Moussa, quand il est allé à la Mecque avec beaucoup d'or, il a fait chuter le cours du dinar égyptien qui à l'époque jouait le rôle du dollar. Et c'est parce que dans son cortège, il y avait environ 1000 esclaves qui portaient chacun un lingot d'or sur la tête. Un lingot de 8 kilos, ça faisait à peu près au total plusieurs tonnes d'or, et c'était suffisant pour faire chuter le cours du dinar égyptien. Pendant la période coloniale, le pays entame la phase de l'exploitation industrielle. La carte de ses potentialités minières est établie. La bauxite, le fer et l'or sont surtout exploités. Le profil de pays minier de la Guinée se dessine. Pendant la période coloniale qui a suivi, qui a eu un boom dans l'or d'abord, et ça a été vraiment l'Eldorado en Afrique de l'Ouest. Par la suite, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment l'arrivée de la bauxite. C'est à ce moment que la bauxite de Kassa a été développée par les Canadiens. Le point culminant a été la mise en exploitation des gisements de bauxite de Fria. À l'indépendance, la Guinée a son destin en main. Les nouvelles et jeunes autorités font des mines le poumon économique d'une nation fière. Il en sera ainsi avec des variations de niveau tout au long de ces 60 ans de souveraineté assumée. Pour la bauxite dont le pays possède les 2/3 de réserve mondiale, la CBG est lancée à Bouquet avec un modèle de partenariat innovant. L'usine d'alumine de Fria est inaugurée. À Kindia, l'office des bauxites Obeka, actuel SKB, rentre aussi en production. Pour l'or et le diamant, la société Aridor ouvre ses portes à Banakoro dans Kérouané.
Sur le fer, des études révèlent la qualité exceptionnelle du minerai guinéen. Le projet Simandou continue de susciter des convoitises. Bien d'autres projets vont connaître leur développement pour faire aujourd'hui du secteur minier le deuxième employeur après l'État, principal pourvoyeur de devises et 25% des recettes publiques. En 2010, l'État était encore, la Guinée avait 18 millions de tonnes de production de bauxite. On était même devenu 7e producteur pendant qu'on a la plus grande réserve mondiale de bauxite. 7e producteur, 7e exportateur de bauxite en termes de quantité produite. Et ce qu'il fallait donc faire en arrivant au pouvoir en 2010, le nouveau régime devait s'atteler à assainir les bases de développement du secteur minier. Il fallait donc avoir une nouvelle loi minière qui allait changer l'approche, qui allait donner un peu plus de pouvoir à la gouvernance, à la qualité de la gouvernance. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que nous avons ouvert un grand chantier sur les infrastructures. La question d'infrastructures est très importante dans le développement minier, surtout en Guinée, où nous sommes un pays complètement enclavé aujourd'hui. Si une mine comme le Simandou ne s'est pas développée, pourquoi cela ne s'est pas développé? C'est parce qu'il y a besoin de faire un long chemin de fer, il y a besoin de faire un port en eau profonde. Au passage, ça permet de développer le pays. Ça désenclave beaucoup de préfectures, 10 préfectures et beaucoup de sous-préfectures. Mais ça demande des coûts importants. Donc il faut élaborer une stratégie en mettant un grand accent sur le plan institutionnel, notamment en lançant un véhicule qui est l'ANAIM, en renforçant l'ANAIM, en mettant une réforme particulière sur l'ANAIM, et également en faisant en sorte que plusieurs sociétés puissent utiliser les mêmes infrastructures, ce qu'on appelle la mutualisation. Avec l'adoption en 2011 d'un nouveau code amendé en 2013, un bouleversement profond a eu lieu dans le secteur minier en Guinée. La participation de l'État est renforcée et les sociétés contraintes à plus de transparence et à accroître leur participation dans le développement local. Le cadastre minier est assaini, de grands projets voient le jour. Nous avons, en 2017, on était à plus de 48 millions de tonnes, 48 700 000 tonnes de bauxite produite contre 18 millions en 2010. Et même très récemment, nous avons trouvé qu'il y avait une couverture géologique du pays qui était à 1/200 millième. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à ce qu'il y ait plus de connaissances géologiques, plus de connaissances du sous-sol. Avec le nouveau code amendé, l'exploitation minière prend une proportion jamais connue en Guinée. Les projets bauxitiques de Gangan, de la SMB, de Gakaboké et Alufer à Bofa deviennent des réalités concrètes. De nouvelles infrastructures ferroviaires et portuaires sont réalisées, les premières de cette dimension depuis 40 ans. Du côté de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, l'heure est à l'extension. La production portée à 15 millions de tonnes vise les 18,5 millions de tonnes par an. Le nouveau concasseur installé doit booster la production jusqu'à 23,5 millions de tonnes. Depuis 1973, les premières exportations, la première production de la CBG, à date, la CBG a contribué pour plus de 5 milliards de dollars à l'économie guinéenne. Donc vous verrez que le développement de la nation guinéenne est intimement lié à celui de la CBG. Et puis il faut pas se limiter aussi aux emplois contractuels de la CBG. Il faut penser à tous les sous-traitants qui travaillent autour de ce projet d'extension. Aujourd'hui, on emploie le projet d'extension a employé plus de 5000, a créé plus de 5000 emplois depuis début de mi-2016 maintenant, ce qui quand même a un impact important sur la communauté et l'économie locale. Cerise sur le gâteau, la première usine d'alumine en Afrique est relancée à Fria. Longtemps fleuron de l'industrie minière du pays, la remise en fonction de cette unité vient rappeler aux nouveaux opérateurs du secteur l'exigence de transformation des ressources minières du pays. L'énergie est maintenant à portée de main et la volonté politique clairement exprimée. Pour soutenir une croissance économique durable, financer des infrastructures géantes et soutenir l'agriculture, la Guinée peut bien compter sur ses mines. Grand format de Maferin Camarade, une rubrique que nous consacrons à la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Vous avez suivi tout à l'heure, avant ce grand format, un reportage sur les préparatifs et les prévisions avec le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Après le journal, un peu plus tard, vous suivrez un grand format sur ce point de presse.
L'équipe de la SMB est triée par la réserve du Wakria Football Club, mais il faut voir au-delà de ce score de 4-0 un signe d'amitié et peut-être de partenariat entre la société et le club. Abdoulaziz Baldé, chef du desk sport, a suivi le match de gala avec une belle ambiance qu'il nous restitue. Suivez. C'est une rencontre sportive pour magnifier la qualité de la collaboration entre le Wakria Football Club et la société minière de Boké SMB. Fruit d'un partenariat qui dure depuis près de 3 ans, ce match de gala plein d'ambiance est le symbole de cette belle collaboration. Et nous avons mis en place un certain nombre de formations. Nous avons des formateurs qui viennent de Singapour. Et aussi pour célébrer, on va dire, leur venue cette semaine spécialement, on avait voulu organiser ce match de gala. Et aussi pour rendre hommage, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, au parcours cette saison de notre club Wakria, avec qui on est partenaire maintenant depuis, c'est notre 3e saison. Donc l'on supporte et sur lequel on est fiers aussi d'avoir participé cette année à cette campagne qui va les mener l'année prochaine en Coupe de la Confédération africaine. En première division, il y a seulement 2 ans, le club de Kakandé est aujourd'hui dans le top des meilleures équipes du pays en matière de football. Et l'accompagnement de la SMB devient une autre source de motivation pour le club. On ne peut avoir qu'un sentiment de grande satisfaction car au-delà de l'accompagnement qu'ils nous font, nous pensons aussi les accompagner dans le cadre humanitaire. Et s'ils organisent un match de gala pour célébrer l'arrivée de leurs partenaires, je crois qu'il est de notre devoir aussi de les accompagner. Et c'est pourquoi nous avons accepté de nous déplacer depuis Boké pour venir accompagner. Et une façon pour nous de les remercier et de dire qu'on est toujours présent à leur côté, quoi qu'il arrive, et parce que nous comptons beaucoup sur eux aussi pour évoluer très loin. Après sa récente qualification historique pour la Coupe de la CAF, le Wakria AC a misé sur son équipe junior pour assurer l'essentiel. Le score est sans appel, 4-0. En attendant la finale de la Coupe nationale contre le Orea AC, l'équipe A, elle poursuit sa préparation dans le Kakandé profond. En plus bref, la Guinée va abriter à partir de demain jusqu'au 28 septembre la 10e édition du tournoi international des zones ouest et centre d'Afrique de tir à l'arc. Là, vous avez les images. Au total, 7 pays vont participer à ce rendez-vous sportif. C'est le stade annexe du 28 septembre qui va accueillir cette compétition pendant les 4 jours. Nous y reviendrons. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Bonsoir.